Amis de Morpheus et Tika, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée qui revient parce qu'elle est déjà venue avec moi. Elle s'appelle Hilda. Bonjour Hilda. Bon, Bonjour Christophe. Hilda, tu es mon invitée du jour. Tu as des choses à dire. Donc ce qu'on va faire, je vais te laisser la parole et tu vas nous dire ce que tu as à dire. Voilà. Tu as la parole, Hilda. Tu nous dis simplement dans quel département tu es pour que les gens te situent. D'accord? Bonjour à tous, bonjour Christophe. Je m'appelle Hilda Mangunda et j'habite dans la région de la Gironde, donc Bordeaux, la commune de Pessac, exactement. Et dans la petite cité qui s'appelle Sège et que j'aime Voilà. beaucoup. Bon, alors on sait où t'es maintenant et tu nous racontes ce que tu as à nous dire en fait. Vas-y Hilda, tu as la parole. Alors Christophe, j'ai pensé, de venir ici et faire appel à toutes ces connaissances que j'ai fait dans le passé, dès mon arrivée en France, ainsi que certains membres de la famille du père de ma fille, parce que j'ai la nette impression, et aujourd'hui je comprends un peu plus la culture française, on part d'un principe que dès que quelqu'un vous agace, ou dès que quelqu'un coupe les ponts et qu'on n'est pas d'accord, on va faire des diffamations, on va écrire des lettres, on va faire des sous-entendus. Et c'est donc à partir de toute cette méchanceté gratuite qu'on a tissé tout un tas de choses à mon encontre, que ces réseaux de pédophiles en a tiré profit en m'isolant pour violer ma fille, 28 ans, donc de 3 ans à 30 ans. Et ensuite, parmi tous ces viols, on la faisait violer à tort et à travers, elle est tombée enceinte. Elle a eu donc un enfant d'un viol en réunion, en pleine rue, à Draguignan, par plusieurs hommes. Et la petite fille a commencé à être violée depuis l'âge de 2 ans jusqu'à maintenant 4 ans. Et hier et avant-hier, j'ai pu parler à la propriétaire de l'appartement que ma fille a squatte, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'elle n'a plus de logement, parce qu'elle était dans un meublé, elle ne payait pas, elle n'arrive pas à se gérer. Et donc, la propriétaire n'a pas pu renouveler son bail, qui est tout à fait normal. Mais en même temps, c'est une femme qui n'arrive pas à faire des démarches administratives pour l'expulser, parce que j'ai l'impression que le réseau est derrière et ne la laisse pas aller de l'avant dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce réseau? Le réseau a construit 12 000 euros de dettes à la CAF pour Alexandra, l'a privée des allocations logement, des allocations familiales qu'elle a quand même une petite fille, l'ont asphyxiée jusqu'au maximum. Dans son lieu de travail, aucun contact amical, social avec ses camarades de travail. Elle a toujours été rejetée parce qu'en fait, ils l'ont toujours, elle et moi, nous maintenus dans la solitude. Et donc, ils ont réussi à asphyxier ma fille au point qu'au jour d'aujourd'hui, selon la propriétaire et le voisinage, elle a abandonné son travail de préparatrice en pharmacie et se prostitue. Donc, elle part la nuit, laisse la petite fille de 4 ans toute seule. Et selon la propriétaire, elle a peur que ma fille, Alexandra, puisse prostituer aussi sa petite fille. Et quelque part, Christophe, je crois que ça peut être vrai. Parce que à plusieurs reprises, ma fille m'appelle en disant que ma petite fille est malade, qu'elle a mal au ventre, qu'elle ne mange pas pendant 2, 3 jours, une petite fille de 4 ans, mais elle ne l'amène pas à l'hôpital et l'hôpital est à côté. Donc, je me suis souvenue en fait que la première fois que ma petite fille a été violée, en 2021, dans la maison d'une assistante sociale à Beau Soleil, qui s'appelle Madame Mena Diaz. Christophe, je vois ma fille, ma petite fille. Je les avais laissées toutes les deux 2 jours. Non, je crois que c'est le temps d'un week-end. Et 3 jours après, Alexandra m'appelle, pour une petite semaine, m'appelle en disant, maman, viens, ta petite fille est malade. J'ai dit, je viens aujourd'hui, c'était un vendredi. Elle m'a dit, non, viens lundi, je veux passer le week-end seule avec ma fille. J'ai respecté. Et après, j'arrive là, je vais changer la couche de ma petite fille. J'arrive, elle a les os sur la peau. Alexandra a développé la maladie de Diogène, donc elle vit dans une poubelle. Et ma petite fille a les os sur la peau. On sonne à la porte, elle a peur.
Alors qu'avant, on sonnait à la porte, elle courait pour aller voir. Dans la rue, elle disait bonjour monsieur, madame, donnait la main. Parfois même, elle taquinait en disant papa. Et les gens disaient non, 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 je ne suis pas le papa. Et donc, la petite, elle avait perdu tout ça. Je l'ai regardée, Christophe, et j'ai été convaincue que quelque chose de horrible s'est produit dans sa vie. Et là, arrive au moment de changer de couche. Alexandra s'apprête à aller travailler. Arrive au moment de changer de couche et ma petite fille, elle se débat. Mais elle se débat qu'une force indescriptible pour une petite fille de 2 ans, qui en plus avait les os sur la peau, elle avait maigri. Et j'ai dit à ma fille Alexandra, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne sais pas. Alexandra prend son sac et part travailler. Je regarde ma petite fille Arita et je dis, coucou, regarde Trésor, c'est mamie. Je sais qu'avec mamie, il n'y a pas de souci. Montre à mamie qu'est-ce que c'est. Elle ouvre les jambes. Christophe, l'anus, le vagin déchiqueté. J'ai senti mon âme quitter mon corps. Christophe, j'avais l'impression d'avoir vécu pendant 2 ans dans 2 mondes différents. C'est-à-dire que je vivais avec cette image de ma petite fille dans la tête, Christophe. Je n'arrivais pas à dormir. Alexandra me disait... Hilda, est-ce que tu as fait des photos pour la police? Alors, Christophe, je vais revenir là-dessus. Donc, Alexandra me disait, mais tu dors jamais, mais je n'arrivais pas à dormir. Donc, ma petite fille ouvre les jambes, elle est déchiquetée, l'anus, le vagin. Je suis seule avec elle. Je suis extrêmement appauvrie parce qu'Alexandra, c'est une jeune fille dont je veux détailler plus tard son comportement, qui est quand même une vraie pervers narcissique, dénuée de tout bon sens. Elle m'a laissé sans un centime d'euro. J'avais une petite fille qui avait peur de la rue, de l'extérieur. J'avais pas 1 euro pour prendre le bus pour l'amener à l'hôpital, les faire examiner. C'est-à-dire qu'Alexandra s'est organisée à me laisser dans cette pauvreté. Vous voyez? Et j'avais cette petite fille qui s'est accrochée à moi. Et là, Christophe, j'ai senti mon âme quitter mon corps. Et j'ai dit, Seigneur, ne me tuez pas tout de suite parce que ces petites, elles ont besoin de moi. Quand Alexandra arrive la nuit de son travail, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a? La gamine, c'est un bébé, elle a un trou dans les 2 sens. Le clitoris déchiré comme ça. Elle m'a dit, oui, je ne sais pas, oui, mais tu sais, c'est la diarrhée acide. Alexandra a étudié la médecine. C'est une fille extrêmement intelligente. Donc, elle me dit ça. Moi, je ne crois pas, mais Christophe, je vais vous dire une chose. Quand vous avez des enfants comme ça, dans les problèmes, dont on a pris soin de vous pétrir pendant 32 ans, qui est mon cas, vous insistez sans résister, en fait. Oui, bien sûr. En fait, vous êtes là, mais vous n'avez pas d'appui. Vous n'avez pas 1 euro pour l'amener à la clinique. Vous n'avez pas de quoi l'amener chez le médecin parce qu'il faut payer. Vous êtes dans la pauvreté. En même temps, vous ne pouvez pas sortir parce que si vous sortez, la gamine va crier. Si les services sociaux viennent. Enfin, vous voyez un peu le scénario? Oui. Vraiment, la misère par excellence. Alexandra me dit, c'est de la diarrhée acide. Elle n'a jamais eu cette diarrhée. Oui. Et moi, Christophe, j'avais besoin quelque part d'avoir enfin, j'avais besoin d'une explication, elle m'a donné celle-ci. Le temps est passé et un bon jour, moi je pars. D'abord, j'ai fait une vidéo où j'avais honte de parler de cette histoire, donc je ne l'ai pas dit. Et puis, un bon jour, on cherche une nourrice agréée. Et là, Alexandra va m'expliquer ceci. Va me dire, maman, ce qui s'est passé avec Rita, tu ne le dis pas à la nounou, qu'elle a eu ce genre de problème. Je t'ai parlé, tu sais, de la diarrhée acide. Parce que sinon, on va me prendre ma fille. Et après, quand elle m'a dit ça, Christophe, j'ai commencé en fait à analyser. J'ai sorti avec ma petite fille, elle parlait plus aux gens, alors qu'elle était joyeuse. Dans le bus, elle faisait sa loi. Mais gentiment, elle voulait s'asseoir aux côtés de la madame. Elle disait, t'es jolie, madame. Vous voyez la petite qui apprend des prénoms. Et
Elle parlait plus aux gens, n'est plus les gens, la main aux gens en disant papa. On sonnait à la porte, elle courait envers moi. Elle fouillait sa propre mère, elle s'accrochait à moi pour dormir. Un bon jour, elle est même tombée du lit. Mais Christophe, j'étais épuisée, Oui. démunie. Et là, un jour, Alexandra me redit encore, tu sais, chez Madame Menadia, s'il a beaucoup d'hommes, j'en suis sûre que ce qui est arrivé à ma fille, c'était le samedi quand je l'ai amenée là-bas. Et j'ai écouté, je me suis dit, mais de quoi elle me parle? Elle me parle de quoi? Et en fait, là, j'ai une jeune fille après. Le problème, c'est qu'elle a développé la haine pour moi. Alexandra me porte une haine sans condition, hein, parce que est arrivé un véritable malheur. Et là, même Christophe, même le plus fou de fou ou le plus sociopathe de tous les sociopathes ne peut pas imaginer une chose pareille. J'habitais Beauvais, au 45 rue Leclerc. Il avait une école maternelle aussi dans la même rue, donc un petit quartier paisible, loin des cités. J'avais un bel appartement, on n'était pas beaucoup dans l'immeuble, un bon cadre de vie. Donc une école maternelle à l'époque, qu'il fallait aller dans l'école de ton quartier. Moi, dans cette école, j'étais privilégiée, j'habitais à côté. Alors, un bon jour, Alexandra me dit, maman, oui, mais là, elle m'a dit ça, je crois, en 2022. Elle m'a dit, tu sais, maman, quand j'étais à Beauvais, chez Madame Edith Tavares, l'assistante maternelle d'origine capverdienne, elle gardait les enfants noirs. Et Madame Menadi à Sabotolé garde aussi les enfants noirs. Et j'ai l'impression que les nourrices qui gardent les enfants en noir sont donc surveillées par ces réseaux-là. Elles travaillent de manière directe ou indirecte. C'est pour ça qu'elles ne sont jamais dénoncées dans ces organismes-là. Elle me dit, chez Madame Edith Tavares, on me violait. Moi, j'ai dit, mais à 3 ans, on ne viole pas un bébé de 3 ans quand même. C'était pas imaginable. Mais elle me parlait des choses comme ça de temps en autre. Et moi, Christophe, j'étais tellement pétrie en faisant le bilan de ces 32 années passées que j'entendais sans entendre, en fait. Et après, elle me parle donc de cette histoire chez Madame Diaz et me dit aussi, tu sais, quand j'étais à Beauvais, quand on habitait Beauvais, donc 45 rue Leclerc, des hommes rentraient dans ma chambre et me violaient. J'ai dit, pardon, dans l'appartement? Elle m'a dit oui. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Tu étais bébé, je te mets au lit, je te donne à manger, je te douche, je ferme la porte, il n'y a pas de raison. Elle m'a dit, c'est vrai, maman. Mais tu sais, maman, tant qu'il ne m'aurait pas violée, il ne me laissait pas dormir. J'ai dit, c'était qui? Elle m'a dit, mais ils étaient différents tous les jours. J'avais 3-4 ans. Christophe, quand elle m'a dit ça, j'ai écouté ça. Mais vous savez, tant que mère, tant que femme, j'étais déjà abasourdie, j'étais déjà pétrie, j'avais perdu mes cheveux, enfin bref. J'étais là en espérant qu'un jour elle parle à la justice, qu'on trouve un avocat qui vient nous défendre. Donc, je suis en fait dans l'attente qu'un jour elle décide de parler. Pour se sauver elle, sa fille déjà, et moi au passage. Elle me dit ça, et là, je l'écoute, et elle me dit, oui, c'était à la maison. Ils venaient me violer à la maison, maman, les uns après les autres. C'était tous les jours différents, plusieurs hommes. Et à l'école maternelle au 45 aussi rue Leclerc, la même chose, le maître l'amenait, il faisait des choses. Alors je me suis souvenu de Christophe, un jour à Beauvais, dans les années 1996 par là. Donc j'arrive en France en 93, novembre de 92. Je reste chez la famille de Père d'Alexandra. Après, Pierre nous installe une belle petite vie. Et donc, cette histoire, c'était dans les 1996 par là. Un couple vient chez moi par prétexte de me vendre une cuisine. Il passe toute la journée à me demander des thés et des cafés. Et après, je raconte cette histoire à la grand-mère d'Alexandra qui m'a dit, ils ont profité parce que tu ne parles pas français, ils ont vu que tu es étrangère. De là, je me souviens aussi qu'un homme de race blanche
était tous les jours en bas de mon immeuble me surveiller. Et c'est comme ça que j'ai constaté, au jour d'aujourd'hui, que les gens ne me parlaient plus, que je n'avais plus d'amis, je me faisais une amitié, le lendemain disparaissait, etc., etc. Donc, ce couple est venu chez moi, mis des caméras. Après, le monsieur me surveillait pour être sûr que je ne veux avoir aucune amitié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ça fait 32 ans. Et bien évidemment, on a commencé à venir chez moi violer ma fille. J'avais un petit ami qui s'appelle Henrik Bisset. Son père était un grand journaliste au Congo-Brazzaville. Et Henrik Bisset, quand il dormait chez moi, étant mon petit ami, je l'ai rarement vu avoir. En fait, je me souviens rarement d'avoir eu des moments d'intimité avec lui sexuel. Et quand il dormait chez moi, ma fille a crié et Henrik insistait d'aller la voir. Et parce que je suis pédagogue, il travaillait avant comme éducateur sportif. Le jour que je l'ai affiché sur mon réseau TikTok, et soudain il est devenu agent immobilier avec une chevelure, la calvitie a poussé, donc une belle grosse chevelure, enfin bref, on dirait un déguisement. Et puis, Henrik Bisset insistait. Eh ben, moi, j'ai accepté. Il va lire une histoire à ma fille. Et c'est en parlant avec des activistes angolais qui ont été chassés autour de moi par ces réseaux, qui voulaient me faire un live, tous réunis, ils étaient au moins une quinzaine, pour pouvoir dénoncer mon histoire. Ils ont infiltré tout ce monde, ils ont tous menacé, ils ont tous disparu en me disant, tu sais, tu es dans la blacklist, c'est l'État français, c'est l'État anglais, on ne peut pas, on ne peut pas. Alors que j'ai un casier judiciaire vierge, que la justice ne me connaît pas. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'Henrik Bisset faisait violer ma fille. Parce qu'il faut que quelqu'un ouvre la porte, il ferme la porte, et que je ne le vois pas. Incroyable, Christophe. Et un jour, je pars à l'église ici à Talence, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours cloîtrée dans mon quartier. Ils ne me laissent partir nulle part. Ils sont là armés, pistolets, balles de golf, tout pour me tuer. Et je pars à l'église de Talence et je demande à une de ces femmes de l'église qui font beaucoup de prières, de chapelets, je suis catholique, de me faire une prière et je leur parle un peu de mon histoire. Et par rapport à Alexandra m'a dit comme ça, vous savez, vous pensez en fait que ces hommes vous surveillent parce qu'ils sont en train de faire une enquête sur vous. Non, ils vous isolent, ils vont vous isoler toute votre vie parce que votre fille est leur objet sexuel depuis petite. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ça sera vous, votre fille et votre petite fille. Tant qu'il n'y aura pas un avocat qui va vous aider ou que la justice n'agira pas, vos enfants seront des objets sexuels de ces gens-là. Mm. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que tout ce que ma fille m'avait dit était vrai. Christophe, j'avais si mal dans mon cœur que j'avais l'impression qu'on me mettait un coup de couteau à l'intérieur et qu'on tournait comme ça. J'avais mal, j'avais mal. C'est-à-dire que j'ai cherché de tout. J'ai cherché à être alcoolique et je ne peux pas boire parce qu'après je vomis tout. De temps en autre, j'arrive à boire un verre qui ne ressort pas. Et là, j'étais seule avec toute ma tête face à cette souffrance. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Et donc, je me suis dit, je veux pouvoir découvrir la vérité. Et, et là, Christophe, je vais faire appel à toutes ces connaissances que j'ai faites à Beauvais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte par rapport au petit ami Eric Bisset. Un jour, à Beauvais, toujours au 45 rue Leclerc, ma voisine a crié au secours, au secours. Et Eric Bisset, qui avait dormi chez moi, je lui ai dit, Eric, appelle la police, il ne voulait pas. Moi, je parlais à peine français, je ne connaissais pas le numéro. La jeune femme, apparemment, c'était une jeune femme de race blanche, a arrêté de crier et plus de bruit. Quand je me suis réveillée, Eric était habillé. Et alors, au jour d'aujourd'hui, je me pose la question. On dormait, elle criait, on s'est réveillé, il est habillé, mais comme il a fait? Ben oui, comme il a fait. Et le pire, c'est pas ça. C'est que le lendemain, Eric Bisset disparaît. Et puis, je me fais convoquer à la police. Moi, je pars à la police, je parle avec mon français. Hein.
J'ai entendu le bruit, il a crié. J'étais avec mon petit ami Eric Bisset, il n'a pas appelé la police. Enfin bref, je rentre chez moi. Je crois que ces deux petits détails, j'ai pu l'exprimer en français. Et de là, plus jamais d'Eric Bisset. Après, il a eu aussi un accident parce qu'en fait, je me rends compte que les gens qui m'ont toujours, qui m'ont jeté en pâturage, ont eu toujours quelque chose à cacher vis-à-vis d'eux, ou parce qu'ils m'ont trop raconté leur vie, ou parce qu'ils ont commis de petites fautes qui pour eux semblent beaucoup, mais moi je suis une personne confidente. Parce que si je devais répéter tout ce que les gens me disent, je crois que je sortirais de cette affaire en une journée. Mais je ne le fais pas, parce que les confidences, c'est les confidences. Et je me suis donc posé la question, est-ce que ces gens ne m'ont pas discrédité au-delà de toute mœurs et de tout respect, enfin tout humanisme, pour pouvoir en fait couvrir, cacher leurs, leur comportement, leurs secrets. Parce que En fait, moi, je comprends pas. tu étais dans un réseau de pédocriminels, en fait. Hein. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'Éric Bisset, et tout ce que je dis est très grave avec des fautes, des preuves à l'appui. Non seulement en Angola, ils ont menacé de tuer mon avocat angolais, qui a disparu. Carrément. Le seul, le seul frère qui me soutient, on l'a mis plus pauvre que terre. Les autres les ont fait disparaître et ils ne me connaissent même plus. Et, et ils ont mis une de mes sœurs à essayer d'avoir la liste de mes ancêtres, de mes grands-parents au village et tout, pour pouvoir aller me nourrir ultra là-bas, parce qu'ils ont peur, en fait, que ma famille me croit et qu'il va manifester devant l'ambassade de France, l'ambassade de l'Angleterre, vous voyez, ou de Portugal. Donc, ils sont allés jusqu'à me nourrir dans mon propre pays. Ça n'a pas de Et sens. ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ce genre de Ça n'a pas réseau, de... ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Oui. Et donc, voilà ce qui s'est passé concernant Eric Bisset. Après, bon, au jour d'aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut dire. À cette époque-là aussi, Eric a eu un accident dans notre privacy, mais ça le regarde lui. Et je me dis, est-ce que lui, en étant jeune, en ayant peur que je puisse aller raconter aux gens, il n'est pas parti raconter tout et n'importe quoi? Parce que ça, c'est un comportement que je trouve beaucoup en France, surtout chez les compatriotes de la francophonie. Il vous raconte tout, mais des choses profondes. Je me dis, mais pourquoi elle va se souvenir des choses comme ça pour me raconter à moi, alors qu'elle peut voir un psychologue ou parler à Dieu? Et après, ils se disent, oh, si elle répète ça, parce que c'est vrai, je veux donc la discréditer. Donc, ils partent là dans des diffamations. Et cette diffamation amène la police ou les gens qui entendent beaucoup parce qu'ils font exprès avec des lettres anonymes. On met sur vous une surveillance. La surveillance comprend que tout ça c'est faux. Tu as un enfant, on commence à violer l'enfant. On commence à vendre l'enfant parce qu'à l'intérieur, je comprends que ma fille, elle a macro, qui ne l'a jamais laissé libre. Ma petite fille aussi. Et là, pour la mère, eh ben, vous êtes jeté au pâturage. Et puis, dans tout ça, un jour, j'avais un magasin à Lourdes, dans les 2008 jusqu'à 2012. À Lourdes d'abord et ensuite à Tarbes. Mais ils m'ont fait échouer de partout. Hein, Ouais, parce ça qu'ils m'étonne. vous permettent d'ouvrir le business. Et quand ils voient que ça marche, amènent des hommes qui font semblant de pousser le pantalon, fermer la chemise quand ils voient des clients pour vous faire passer pour une prostituée. Dans mon magasin à Lourdes, ils sont rentrés, ont dansé à 3 heures du matin en criant pour faire croire que moi je faisais de la magie là-bas, alors que normalement la police a dû entendre le bruit et devrait venir. J'ai appris cette histoire 3 mois plus tard par la voisine de l'immeuble qui m'a dit ça fait longtemps que vous avez plus de clients depuis qu'on a dansé et chanté chez vous, dans votre magasin. J'ai dit mais quand? Ça fait 3 mois de ça. Mon magasin se trouvait au 10 avenue Baron Marensin à Lourdes. On a essayé de me brûler dans la voiture, on me filme dans mon quotidien, on m'empoisonnait chez moi. Je me demande aujourd'hui si les 10 rêves de Marie de nuit qui étaient si vrais n'étaient pas des types qui venaient me violer chez moi en m'ayant drogué. Est-ce que vous vous rendez compte un peu, Christophe?
Ouais, bien sûr. Non, mais là, t'étais avec des réseaux incroyables, hein, incroyables. Et Oui, destructeurs. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'est à partir du moment où ils avaient pris comme objectif ta fille et ta petite fille comme objet sexuel, la maman, elle doit rien dire, elle doit se taire, elle doit subir. C'est ça en fait. Hein. et puis, ils ont compris aussi que mon père était un homme d'État angolais. Mon père était un homme du gouvernement angolais, mort et enterré par le gouvernement angolais, traqué à l'intérieur du parti angolais, qu'on appelle l'OMPLA, tué comme un chien. On a failli presque l'enterrer vivant. On a volé donc les 2 mines de diamants de mon père. Et j'ai aussi cette impression qu'en fait, on m'a toujours pas perdu de vue le fait d'avoir un père qui avait des idées bien tranchantes concernant les richesses de l'Angola et l'intégrité du peuple angolais, vous voyez. Donc, ils ont volé toutes les photos de mon père et tous les souvenirs que me lient à mon père ici en France et chez moi en Angola. D'accord. C'est énorme. C'est un réseau puissant en fait. Hein. Puissant. Tout à fait. Et ces réseaux, il est tenu par des membres du gouvernement angolais, dont Monsieur le consul qui m'a reçu plusieurs fois, une fois ici à Paris, 2 consuls différents. Et là-bas, ils me connaissent. Ils ont démenti devant le journaliste que tout ce que je disais n'était pas vrai, que je suis une mythomane. Donc, c'est D'accord. juste pour voir la force de ces réseaux. Oui, tout à fait. Bon. Mais ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Hein. Donc je sais que ça existe alors. Donc malheureusement, malheureusement. Donc, là, je veux faire appel aux gens de Beauvais. Tout d'abord, Evelyne Liénaire, la sœur du père de ma fille, Pierre Fernandez, qui était médiatrice pénale au tribunal de Beauvais et aussi médiatrice pénale à la préfecture. Evelyne Liénaire, on est resté avec elle en arrivant en France, le temps que son petit frère Pierre, son frère unique, vient et nous installe donc une petite vie. Mais Evelyne vivait toute seule et je crois que le fait que je ne parlais pas français et elle ne parlait pas portugais, un jour, elle vient du travail et elle me gifle, mais de toutes ses forces. Bon, moi, je suis une fille africaine, j'ai dit lever la main aux adultes, je n'ai même jamais vu ça. J'ai grandi qu'un père qui avait plus que des conditions. Mes parents, une fois séparés, ma mère avait 5 employés de maison. Moi, j'ai toujours pu, j'étais fille unique, longtemps idolâtrée. Donc, l'agression des pères qui bat, qui fait ci, moi, je ne connais pas. Moi, mon père nourrissait pour moi des rêves de devenir un jour présidente de l'Angola, qui était rare à l'époque que des pères puissent faire de tels rêves pour leurs filles. Je suis Bien une sûr. femme. Donc, vous voyez un peu dans quel contexte j'ai grandi. Alors, cette gifle, c'était, enfin, c'était quelque chose d'un autre monde. Mais j'ai pas réagi. Evelyne était une femme d'âge, et puis il était hors de question. Ça, c'est quelque chose qui ne me traversait même pas l'esprit. Et le lendemain, Evelyne me gifle, je crois que c'était que 3 mois ou 4 après mon arrivée. Le lendemain qu'Evelyne me gifle, comme par hasard, je pars à l'église, et là, je tombe sur un Sénégalais qui m'amène chez lui, qui m'accapare chez lui jusqu'à l'arrivée de Pierre, et cette histoire a duré une semaine. Et aujourd'hui, je me rends compte en fait que ces réseaux travaillent avec les associations africaines. Tu arrives dans un endroit, il va toujours avoir un Africain qui va venir, va vous accaparer et violer et faire n'importe quoi, et s'ils peuvent vous mettre dans la prostitution. Mais moi, dans mon cas, j'ai subi l'abus de cet homme, bien sûr, il ne l'a pas loupé, mais je me dis, Evelyne n'est pas allée me chercher. Et pourtant, elle sait qu'hier, elle m'a frappée. Aujourd'hui, je pars à l'église, je ne rentre pas, elle devrait me chercher. Elle ne l'a pas fait. Une fille qui vient de l'Afrique, qui ne parle même pas la langue. Et Pierre, quand il est revenu une semaine après, il m'a trouvé chez ce monsieur. Alors, ça veut dire qu'elle est allée à la police, elle racontait du n'importe quoi. Vous voyez un peu? Oui. Et Evelyne Liénaire, sa fille est Marilyn Guerre. Marilyn Guerre est mariée à Bernard Guerre, l'ancien maire de Verderonne. C'est Marilyn Guerre et Bernard qui sont allés me chercher à l'aéroport, en provenance de l'Angola. L'Angola escale au Portugal, Portugal, France. Je suis restée avec eux à Verderonne
Et après, j'étais chez des sœurs, visiter la famille. Et ensuite, je me suis installée chez Evelyne. Donc, ces hommes font une enquête sur moi en me vendant une image de prostituée, tueuse en série, prostituée de luxe, voleuse, terroriste, criminelle. Mes empreintes, ils ont mis dans la banque de données des crimes non élucidés. Et ils ne vont pas voir ces personnes qui m'ont reçu en arrivant en France. Bernard Guerre, c'est lui qui m'a fait les papiers. Donc, je ne savais même pas qu'il fallait des papiers pour vivre quelque part. J'étais trop naïve pour ça. C'est Bernard Guerre qui s'est occupé de ma nationalité, de suivre mon dossier de nationalité française, naturalisation. Et comment ils peuvent me pourchasser comme ça et ne pas aller voir ces personnes? Est-ce qu'Yveline, quand elle m'a giflé, elle a menti? Ces hommes m'ont mise dans le système parce que je me rends compte qu'une gifle, c'est énorme. Marilyn et Bernard ont dû mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est... Oui, tu es tombé dans un réseau parce que tu parlais mal le français, ils ont voulu en profiter. Non, je ne parlais pas français, Christophe. Ouais, voilà, je ne parlais pas, je ne comprenais pas. Ouais, bah oui. C'est ça les réseaux, hein, quand on connaît pas. Voilà. Donc c'est c'est le pays des droits de l'homme, la France. Tu te rends compte, hein? Oui. Et ces réseaux qui a dû me mettre, c'est sûrement Evelyne qui a dû mentir tout et n'importe quoi pour se protéger de la gifle qu'elle m'a donnée, parce que je constate qu'ici c'est très, très important. Donc, nous sommes donc à Beauvais. Là, on parle de 1993, dès mon arrivée en novembre, le 13 novembre, à 1997, quand j'ai quitté Beauvais. De là, j'ai ma petite vie que Pierre m'installe. J'apprends à parler le français dans un cours de remise à niveau. Je fais l'école de l'hôtellerie-restauration à Sévran-Bodot à Villepinte. Je travaille comme femme de ménage après mon stage à l'hôtel Regina en place des Pyramides, le Palace. Et j'achète une voiture, etc., etc. J'ai une belle petite vie. Je me fais plusieurs copines qui durent un temps. D'abord, j'avais Julie, qui est d'Haïti. Et Julie était très jalouse de moi parce que j'avais un cadre de vie. En fait, je me rends compte que ces Africains-là n'avaient pas de vie. Elles n'avaient pas de papiers définitifs. Julie avait eu un enfant très handicapé. Ensuite, elle a fait un autre qui s'appelait Beldi, je crois. Non, Frank et Beldi. Frank était le très malade, handicapé, vraiment très dur, qui vivait dans le système français. Elle a fait aussi un autre qui s'appelait Birdie. Et un jour, elle me jalousait parce que mon petit ami, à la fête de mère, m'avait offert un appareil électronique. C'est ces appareils ménagers, je ne me souviens plus lequel, si c'était une cafetière, si c'était un robot. Et cette femme sortait avec des hommes noirs qui lui faisaient des gosses, qui disparaissaient. Et donc, c'était cette histoire de jalousie, ces croyances qu'elles ont pour la magie noire en se disant elle a sûrement un pouvoir quelconque. Et puis, à cette époque-là, comment on appelle, les feuilles d'arrêt maladie, il fallait l'amener à la sécurité sociale. Et moi, je ne connaissais pas ce système. Et ma fille, étant bébé, était malade tous les 4 matins. Donc, j'avais beaucoup de feuilles, ça me faisait à peu près peut-être 30 feuilles. Et quand elle a vu ça, un jour, elle me dit, mais ramène ça, c'est beaucoup d'argent, etc. Mais moi, je ne sais pas que c'est beaucoup d'argent. J'ai payé le médecin. J'ai dit à mamie, Alexandra est malade, je vais chez le médecin me donne la feuille, et c'est tout. Et donc, je me rends compte que j'avais une vie qui attirait la jalousie. Mais sauf que je ne me suis pas rendu compte. De là, j'ai coupé les ponts avec cette fille. Le lendemain, je vois que les gens commencent à me regarder de travers. Après, je me fais copine de Rania, une Algérienne. Et là, Rania m'incite à laisser ma nourrice à Gré, qui habitait aussi en face de mon immeuble au 45 rue Leclerc, en disant, tu sais, tu payes 900 francs à l'époque à ta nourrice, à ces prix-là, tu peux avoir une nourrice à domicile qui vient chez toi, parce que je partais à 5 heures du matin pour prendre le train pour aller jusqu'à Paris, gare du Nord. Et à la gare du Nord, je prenais le train qui m'amenait jusqu'à Villepinte. Et à Villepinte, je prenais le bus qui m'amenait jusqu'à Sévran-Bedot
à l'école de l'hôtellerie-restauration. J'ai dit d'accord. Donc, je suis son conseil. Je coupe, j'arrête avec ma nourrice, qu'elle aussi a dû raconter tout et n'importe quoi, parce que le contexte était vraiment... En fait, j'étais aisée financièrement, mais je ne comprenais pas. Et là, j'arrête avec ma maman et je ne trouve personne. Un bon jour, je laisse ma fille chez Rania. Et le lendemain, enfin, je laisse ma fille chez Rania, je pars travailler. À l'époque, je travaillais déjà à l'hôtel Regina. Sauf qu'à l'époque, Christophe, vous vous souvenez, les grèves, ça durait des semaines. Hein? Donc, une grève comme ça, soudain, plus de bus, rien. J'appelle Rania, j'ai dit, écoute, il a la grève, garde ma fille, je rentre demain matin. Rania me dit, si tu ne rentres pas, je jette ta fille par la fenêtre. Bon, je prends un taxi, je rentre à Beauvais. Je récupère ma fille, je ne le parle plus jamais. Mais de là, je me suis souvenu aussi qu'un jour, Rania, moi, et comment s'appelle, Nathalie, qui était la directrice du théâtre de Beauvais, on va au cimetière, on va voir le mari de Rania, qui était un taxiste, qui est mort dans un accident de voiture. La police nous arrête la voiture de Nathalie. Moi, je suis derrière en train de sourire. Il me fait souffler sur le ballon que moi. En fait, on m'a toujours surveillée. Et moi, à l'époque, je ne savais même pas qu'on pouvait acheter à boire et boire parce que je n'avais même pas, je ne pouvais même pas imaginer aller au magasin, acheter de l'alcool et venir chez moi boire. Ça ne me traversait même pas l'esprit. Vous voyez? Donc, je coupe les ponts là, mais je me rends compte aussi que dans cette amitié-là avec Rania, et ces femmes, elles étaient déjà matures, hein? Moi, j'étais la naïve qui ne parlait pas moi en français. Rania voulait que je sorte avec Hugo. Hugo était l'amant de Marlène. Marlène était la chef, la responsable du magasin Morgane à Beauvais. Ça s'est passé, tout ça, c'est à Beauvais. Et donc, Rania voulait que je sorte avec Hugo. Hugo continue à être amant de Marlène parce que Marlène vivait qu'un homme et qu'il banquait en train de vie. Et moi, j'ai dit non, mais moi, je ne veux pas vos histoires. Voilà, donc après, j'ai coupé les ponts avec tout ce monde-là. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est tout se dire, toute cette jalousie. Les gens se disent, elle ne parle pas français, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que je ne parle pas français que je ne suis pas capable de couper les ponts en voyant que tu n'es pas, tu ne me conviens pas dans ton amitié, vous voyez? Et donc, tout ce monde a tissé tout et n'importe quoi. Un jour, j'avais écrit une lettre au consul de mon pays, à l'époque Caetano, parce que celui-ci, bon, voulait être mon petit ami ou mon amant, et je me suis rendu compte que l'homme était marié. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je veux être amant, maîtresse d'un homme marié, et puis ça ne se fait pas. J'ai jamais été une femme des relations par intérêt, parce que moi, j'ai toujours vécu dans l'aisance et je n'ai pas besoin de sortir qu'un homme par intérêt. Oui, non, mais je comprends. Et là, bon, Caetano s'était fâché. Alors, je l'ai adressé un courrier et j'ai donné à Rania pour le lire. Et bien, Rania a fait quelques corrections en français. Et en fait, je me rends compte que les gens, parce que j'ai toujours croisé des personnes assez importantes, qui m'ont toujours courtisée ou en amitié ou en quoi que ce soit, et les gens racontent tout et n'importe quoi, parce que c'est des choses qui ne les arrivent pas. Mais moi, c'est mon milieu, vous voyez? Donc, je ne vois pas comment je peux faire. De cette histoire de Caetano, il avait Donaldina, la secrétaire, qui était amoureuse de lui, et lui, il était amoureux de moi. Et moi, j'étais trop jeune, je voulais juste avoir des amis de mon pays qui parlent ma langue, me faire inviter au fait de l'ambassade qui était le cas. J'avais besoin de rien d'autre. Et un jour, je pars à Paris et je vais voir le gardien de l'ambassade à Paul. Et je lui dis, accompagne-moi, on va en discothèque ici à l'Arc de Triomphe. Nous allons en discothèque à l'Arc de Triomphe. On finit notre danse et notre soirée. Moi, je rentre chez moi à Beauvais. Paul rentre chez lui. Paul ne m'a jamais manqué de respect. Quelques jours après, il m'appelle en me disant, tu penses que tu es la meilleure au lit, etc., etc. Et après, j'apprends que Caetano a quitté la France et ne m'a même pas dit au revoir. Je raconte cette histoire à la tante Yveline, à la tante de ma fille, et elle me dit comme ça, il voulait te casser
Mais moi, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire casser. Hein? Il ne m'a jamais dragué, il ne s'est jamais intéressé à moi, il me téléphone pour m'offenser comme ça. Je ne comprends pas. De là, je pars à une fête que nous faisons, la fête de l'indépendance angolaise, je ne me souviens plus quelle date, à l'ambassade de l'Angola. Et toujours dans les années 94, 15, 16 par là. Et là, je me fais ami de Quito, qui était l'ancien, il était le président de la diaspora angolaise en France. Et celui-ci, il me draguait, mais à fond. Il est venu chez moi à Beauvais, il a pris la photo de mon père. En fait, je me rends compte que les gens s'intéressaient à moi pour ce que j'étais. Le père que j'avais, la province d'où je venais, qui était un prestige d'avoir accès là-bas parce qu'on fait le commerce des diamants. Les gens ont vu en moi cette fille, on va dire la poule aux odeurs, que moi-même je ne l'avais pas remarqué. Et donc, pour Tito, ou Tito, son prénom, était obsédé par moi. Tellement il était obsédé que moi j'ai eu peur et je me suis sauvée. Et à cette époque-là, j'avais loué un studio au 11 avenue Mozart, à Paris 16e arrondissement, derrière l'hôtel de ville, qui fait un petit village. J'ai travaillé à l'hôtel Regina, j'ai téléphoné parce qu'il fallait que je me lève au Beauvais, Paris, 5 heures du matin, c'était long. Et je me suis dit, je vais me louer ici un studio. Et donc, j'ai loué un petit studio, chambre de bonne, dans le numéro 11, avenue Mozart, Paris 16e, derrière l'hôtel de ville. Et Paul vient m'accompagner là-bas, dans le café de mon quartier, parce que ça fait un petit village. Et on est en train de discuter. Et il est obsédé en voulant me faire parler de mon père. Parce qu'il pensait que j'étais riche, que j'habitais là-bas dans un bel appartement, et que c'était donc l'argent détourné de mon père. Par mon père dans ce parti, alors que c'était moi qui s'est débrouillé, que les portes m'étaient ouvertes, même si je ne parlais pas bien français. J'étais une jolie femme, jolie jeune fille, agréable, sans histoire, et les gens m'ont toujours donné des opportunités comme vous faites là, Christophe. Et donc, tout ça m'a attiré énormément de jalousie. Tout ça, c'est ce qui s'est passé à Beauvais. Maintenant, là-bas, j'ai eu aussi, après Éric Bisset, avant Éric Bisset, j'ai eu Thierry Cazan, qui s'était mise ensemble avec une Portugaise, et cette Portugaise avait un fils policier. Et c'est vrai que cette femme me vouait une jalousie incroyable. Mais moi, j'ai arrêté la relation parce que je ne voulais pas ni enfant, ni mari, ni quoi que ce soit. Mais vous savez, quand cette femme arrive dans la vie des hommes d'un certain âge, il a eu une petite jeunette plus tôt, elles ont tendance en fait à se concentrer sur nous. Et moi, j'ai été victime de tout ça. Et tout ça a mené ces hommes à faire le vide autour de moi, à violer ma fille. Donc, je raconte cette histoire au père de ma fille des années plus tard. Ça fait 2, 3 semaines de ça. Il commence à comprendre que c'est vrai, mais en même temps, il ne veut pas appeler les services sociaux. Ma fille est en train de se prostituer. Elle est en train peut-être de prostituer sa fille. Donc là, dans ce cas, Christophe, je n'aide plus Alexandra. Parce qu'Alexandra, elle a fermé la bouche pour protéger son père qui la viole depuis petite, selon elle, qui peut être le père de sa fille. Et moi alors, je fais comment? Oui, mais c'est pas facile Je en fait. l'ai emmenée à l'hôpital Princesse Grace de Monaco à l'âge de 10 ans. Elle a dit à la doctoresse de mentir en disant qu'elle était vierge. Donc, j'ai pas pu la protéger. Elle s'est fait violer toutes ces années. On l'a servie. À l'université de médecine de Montpellier, on l'a droguée tous les 4 matins, on l'a violée. Elle s'est réveillée, le violeur était chez elle. Pardon, on l'a prostituée de force. Moi, dans tout cet isolement, on m'a violée moi aussi. On m'a jeté en pâturage. On a essayé de me brûler. On rentrait chez moi. On mettait de la drogue dans ma nourriture. Je me souviens que dans les années 1999-18 par là, à Cannes, Dr James Bouraka, qui est décédé, un Libanais,
me propose de faire une chirurgie réparatrice dans mon corps. Je vais à la clinique polyclinique, qui est la clinique des Orangers, à Cannes. Je me réveille avec une anesthésie générale, des pansements dans mon vagin, alors que la cicatrice était au pied, un petit truc comme ça. Et je me rends compte des années plus tard que Dr James Boraka, il était généticien, donc il m'a pris des ovocytes sans mon consentement. Dr James Boraka disait que j'avais l'utérus le plus propre qu'il avait vu de toute sa carrière, etc. Est-ce qu'il m'a violée? Vous voyez? Parce que la façon qu'on me chasse de ville en ville, c'est énorme. Ici à Bordeaux, quand j'ai récupéré ma fille, elle sortait, elle ne trouvait personne. Et à la fin de la journée, c'est des policiers qui l'embarquaient pour coucher Ouais. avec elle. C'est des réseaux, hein. C'est victime de réseaux, point barre, en fait. C'est aussi simple que ça. Oui, et donc j'ai déménagé à peu près 17 fois. En 2021, quand j'ai fait la première vidéo qu'un activiste angolais, que depuis je ne réponds plus au téléphone, parce qu'avant, quand je n'avais pas compris l'histoire, je pouvais faire des vidéos avec les activistes. À partir du moment que j'ai commencé à comprendre l'histoire, les activistes ont tous été menacés. Donc, personne ne répond plus au téléphone. Alors, cette histoire-là que je veux vous parler, elle est très importante parce qu'il faut vraiment qu'on voit très clair. En 2021, j'ai fait une première vidéo d'un activiste qui s'appelle Henrik Stress. Et ensuite, Francisco Malonda rentre en contact avec Henrik Stress. Henrik Stress lui donne mon numéro. Malonda me dit, quand tu viendras à Paris, tu viens, je vais te soutenir. J'arrive à Paris, il vient me soutenir, je pars au consulat, je suis reçue par le consul, son assistante. On parle un peu, on fait 3 petits mots, je rentre. Et Malonda et ses réseaux m'ont empêché de louer une chambre d'hôtel. Tout était plein. Tout Paris, vous vous rendez compte? Donc Malonda me propose de dormir dans son studio au 13e arrondissement où il vivait avec son fils. Tant comme il essaye d'avoir quelque chose avec moi, j'ai dit non. Je serai une bonne amie, une bonne sœur, mais ces choses-là, non. Il respecte. Le lendemain, il me dit, écoute, ne rentre pas à Cannes, parce qu'à cette époque-là, j'étais à Cannes à côté de ma fille, mais reste ici si tu veux rester un peu à Paris. Je vais te présenter un ami. Il va te louer quelque chose. Je pensais que c'était une chambre chez quelqu'un. Il m'amène chez ses collègues de travail, Edouard Benga, qui était garde du corps du président Jean Ping et aussi garde du corps du ministre de l'Intérieur au extérieur gabonaise. Et là, je rentre et je trouve un petit studio de 9 mètres carrés, de télévision partout. J'ai dit, je suis adulte. Je pensais que lui allait parler et après allait partir me laisser le studio. Donc, Francisco Malonda me laisse là-bas. Et je suis en train de discuter avec Eduardo, qui est très gentil, très courtois. Un jour, je me suis dit, oh, comme je suis seule, je ne parle à personne. Le type, il est quand même éduqué. Ses frères viennent me chercher et me le présentent, donc il sait ce qu'il fait. D'accord, on va discuter. Et Eduardo était éduqué. Là, le téléphone sonne, il répond. En fait, d'ici, je comprends que c'est le réseau. Il répond et après, il me dit, ah, c'est les impôts, quelque chose comme ça, j'aime pas ça. Avec Eduardo, je parle de toute cette situation. Malonda, apparemment, l'avait parlé un peu de ma situation. Donc, c'était un bon frère sans histoire. Il sort quand il revient. Il met une substance dans mon verre. Et là, je commence à sentir une excitation qui ne passe plus. Je me suis dit, non, je suis trop pressée. Ça fait des années que je n'ai pas touché qu'un homme. Donc, il n'y a pas de raison que soudain, j'ai comme ça des désirs. Surtout que j'avais en image la petite fille déchiquetée l'anus sur le vagin. Même là, je n'ai pas envie. Ça fait longtemps que je n'ai pas été touchée par un homme. Peut-être 5-6 ans, depuis 2019, à part ce type qui m'a violée. Et là, j'ai fini au lit avec cet homme et j'en ai des douleurs à ne plus finir. Je rentre chez moi complètement abasourdie. Il m'appelle en me disant, oui, j'étais filmée, je veux mettre ça sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je rentre, je suis dépassée par ces événements. Un jour, je parle à Francisco Malonda et Francisco me dit que le réseau l'a contacté. Enfin, il cherchait du travail, on ne donnait pas. Soudain, on l'a appelé, on a proposé un poste et il a dit, je ne peux pas, c'est très loin. Ils ont dit, on a un monsieur qui habite à côté de chez vous.
il vous amène et vous ramène. Donc, il accepte le travail. Il se fait soudain très ami de cet Eduardo. Et une fois qu'Eduardo m'a fait ça, le lendemain, Francisco Malonda, on l'a viré. Et à Oui. cette époque, Francisco Malonda ne m'avait pas encore raconté qu'il avait les mêmes problèmes que moi, parce qu'il avait honte. Après, j'ai réfléchi, j'ai coupé les ponts avec Francisco. Un jour, Francisco m'appelait tout le temps en privé parce que je ne répondais pas. Et comme c'était un dimanche, je me suis dit, c'est peut-être ma fille. Donc, je réponds. Et là, il me raconte toute sa vie, ma fille, assis, ça. Je dis, écoute, mets-toi dans la place publique, sinon tu ne trouveras pas de travail, tu ne trouveras pas de maison, ils vont te foutre en prison, ils vont te tuer gratuitement. Va voir Eric Stress. Je le mets donc en contact avec Eric Stress. Et là, Eric Stress, bon, fait la vidéo et Francisco Malonga se met donc, j'ai dit, n'aie pas honte, hein, vas-y, parce que sinon tu t'en sortiras pas. Et là, il se jette dans l'arène, comme il est là jusqu'aujourd'hui. Et en fait, après, je me rends compte que Francisco me donne plusieurs versions. Et une de nos camarades avec qui nous étions en contact via les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai besoin que vous puissiez coller cette vidéo à la fin de ma vidéo parce que c'est important. Parce que cette femme, je crois qu'en étant spécialiste en cybersécurité, est en train de bafouer ma vie électronique, mon téléphone, mes emails, enfin bref, c'est toujours le même bazar. Il raconte plusieurs versions. Et là, je me suis dit, mais en fin de compte, grosso modo, tu m'as piégé alors. Vous voyez? Et quand j'entends... Et après, je me suis souvenue en parlant avec cette femme que nous étions toutes proches, en croyant qu'on était un groupe qui se battait ensemble pour ses enfants. Elle me traite de prostituée de luxe, etc., avec le plus grand mépris, alors que c'est une personne, on s'est aidé mutuellement. Mais surtout, je me rends compte que Francisco Malonda a été beaucoup influencé par cette personne pour pas parler, témoigner pour moi de ces réseaux. Parce que le président angolais, João Gonçalves Lourenço, a fait une réunion à huis clos à propos de nos histoires ici d'enfants. Mais comme Malonda voulait être célèbre, c'est pour ça que les histoires n'aboutissent pas. Parce qu'à l'intérieur, ils veulent être célèbres. Et vous savez, Christophe, moi, quand je rentre dans leur groupe WhatsApp, ils me bloquent. Parce que le réseau est là. Ils me bloquent tous. Donc là, pour Vous voyez? l'instant, t'en es où alors, du coup, là, dans la situation actuelle? Parce que là, je fais attention, parce qu'on arrive bientôt à l'heure de rendez-vous, d'accord? Oui. Et Oui. là, Donc, la situation que tu as actuellement, elle est comment, là, actuellement? alors, je suis pourchassée. J'ai un renforcement du réseau donc, autour de moi. Bien sûr, le consul, le vice-consul et tout le reste, tout le monde a dit que ne connaissait pas l'histoire, etc., que je suis mytho. Ma fille Alexandra, aujourd'hui, donc elle a sombré dans la prostitution et sa fille, apparemment, selon la propriétaire, elle a peur qu'elle prostitue sa propre fille. Donc, vous comprenez que ils ont vraiment ficelé. En fait, c'est encore même pire qu'avant. Vous voyez? Le père de ma fille ne veut rien. C'est vraiment un réseau Une puissant. autre chose. Ouais. Oui, une autre chose. À Lourdes, à Tarbes, je m'étais fâchée qu'une jeune femme, Sylvie, et Sylvie se disait être maîtresse du maire adjoint. Et après cela, j'ai commencé à voir des types qui sortent de prison, qui marchent à mes côtés pour faire des photos, des individus qui marchent, qui m'appellent des pays lointains d'Al-Qaïda, etc. Donc, en fait, ils se servent des femmes pour me nourrir parce qu'elles ont cette espèce de jalousie pour moi dont je ne peux pas expliquer. Ils se sont servis de Masako de Almeida Hirashita, une japonaise d'origine brésilienne, de père japonais et de mère brésilienne à Tarbes, qui voulait me kidnapper en me proposant de me cacher pour dénoncer cette histoire, alors qu'elle-même a été embauchée, je crois, depuis le Brésil, pour me surveiller. Parce qu'en fin de compte, je suis vraiment là face à un réseau international. Oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est ça, hein, on va dire le satanisme entre grilles. Ils se connaissent tous, et puis c'est international en fait. Voilà, c'est malheureusement c'est ça en fait.
Et là, la vidéo que tu veux me faire mettre au bout, tu vas me l'envoyer par email? Oui, si je ne peux pas par email, je vous envoie par WhatsApp. Comme ça, vous D'accord, prenez l'audio et vous d'accord, mettez, et j'envoie aussi un petit extrait de la propriétaire de ma fille qui crie au secours, enfin, qui parle un peu des dettes qu'elle a. Et je d'accord. crois qu'avec ça, on va avoir des explications. Mais Christophe, moi, je crois fermement dans la force de la vérité. Ces Hmm, réseaux ne sont pas Dieu. Hein, vous savez, ma fille, pardon, je veux faire ici un petit point. Ma fille était dans une famille d'accueil, Monique Abdallah, à Olain-Vadou, là-bas vers Lourdes. Et Monsieur Bayrou, François Bayrou, qui était le meilleur ami de son défunt mari, est allé là-bas et s'est promené avec Alexandra. C'est elle qui hmm. me l'a dit. Le chef pompier de Draguignan l'a violée avec capote. L'ancien préfet du Var s'est promené avec elle alors qu'elle avait 15 ans. L'ancien Laurent Augradé de l'armée française l'a violée. En plus, il est appelé porter plainte, comme quoi elle l'a menacé de la poignarder. Elle s'est sauvée au Brésil pour s'échapper de ses réseaux. Le réseau l'a suivie là-bas, l'a servi pendant 3 semaines à l'aéroport du Rio où elle vivait comme une folle. C'est un homme de l'aéroport qui a contacté un pilote d'Air France. Il allait faire une place pour faire revenir en France. Et quand je vois que le père de ma fille, en fin de compte, avec qui je m'entends très bien, ne veut toujours pas faire quoi que ce soit, je me dis, en fait, tout ce monde a violé ma fille. Ils ont laissé me faire torturer de la sorte. Et aujourd'hui que j'ai ouvert les yeux, ils sont tous amnésiques. Alors qu'un père normal écrit une lettre pour dire qu'est-ce qui se passe. Ouais, bien Ma sûr. fille, Mais je pense que le père était quand même un peu complice du réseau, en fait, hein. elle m'a dit que son père la viole depuis petite, que pouvait être le père de la petite fille. Bon, après, je vois des apparences, mais c'est quand même son grand-père. La voisine me disait qu'il l'a partagé avec des amis. La grand-mère d'Alexandra est morte par accident. On l'a poussée des escaliers. Ensuite, on a fini de la tuer à la maison de retraite de convalescence là-bas du côté de Draguignan, à Calas. Et selon sa fille, elle a été tuée. Parce que pour moi, mamie avait découvert qu'Alexandra était victime d'un réseau de pédophiles. Hmm. Mamie aussi gagnait 13 000 euros de pension retraite. Et selon Pierre, son fils, que ça peut être éliminé par l'État parce que la vieille dame, dans sa famille, vit jusqu'à 100 ans et elle gagnait beaucoup d'argent. Donc, je suis là dans un réseau de tout, quoi. Bien sûr. Non, mais ça, je crois que tu as fait un point de synthèse important pour tout raconter, en fait. C'est, c'est Je fais confiance malheureusement, dans la justice. hein? Je fais confiance dans la justice. Tout le monde n'est pas. Vous savez, on est en France. On est Ouais. 65 millions d'habitants. Ouais, mais On est la justice, 65. il faut se battre pour arriver à la bonne justice, en fait, hein. C'est tout, hein. Parce que Oui, la mais moi, justice, j'ai même pas hein? accès en ville. J'ai pas accès en ville. D'accord. Bon, Ici, écoute, oh, regardez, Lionel, l'homme avec qui je suis mariée, est l'ami du maire adjoint de Pessac, la commune où on habite. Et pourtant, lui-même ne veut pas m'accompagner. Il n'est même pas autorisé à marcher avec moi dans la rue. C'est-à-dire qu'il faut m'isoler. Ici, à la maison, ouais, c'est quand même lui qui prend tous les documents que je découvre tous les 4 matins. C'est juste d'accord. pour voir. Ouais. En tout cas, c'est un dossier, ton affaire, elle est quand même révélatrice du gros réseau que tu subis depuis longtemps, en fait, hein. Franchement, hein. C'est important. Donc là, on va clôturer le rendez-vous si tu es d'accord, parce que là, je suis Oui, arrivé à d'accord. l'heure. OK. Je vais te laisser m'envoyer les documents que tu voudras que je mette au bout, même si je mets le Oui. générique tout de suite, je Oui. intégrerai les documents entre OK. la fin de ton témoignage et le générique. Tu es d'accord? Ok? Je suis d'accord, Christophe. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Et je Et reste puis, convaincue. Je hmm, reste convaincue en fait que le fait d'avoir détaillé tout ça, tôt ou tard, il va bien avoir des gens de loi qui vont faire le nécessaire. Et je fais un petit point ici. Il faut aussi qu'on appelle Joël Blum en France, l'avocat juif qui a déjà eu des problèmes de pédophilie dans le passé. Pourquoi il a demandé mon dossier et qui est cet homme qui allait violer ma fille à la pension d'abondance tout couvert? Et d'accord. pourquoi Maître Belagamba, à Beauvais, a autorisé l'État français de me pourchasser et de mettre tout en œuvre pour me traquer. Donc, vous voyez un peu là le système? Ben, en tout cas, c'est révélateur et il y a beaucoup de gens qui vont commencer de bien comprendre que tu es tombé dans un très très gros réseau. Ok? Tout à fait. Hilda, OK. hein? On reste en contact et puis si un jour tu as besoin de refaire un autre épisode,
eh ben, tu me le dis, et puis on racontera ça. Merci. D'accord? Ok? Merci beaucoup. Ok. Je te laisse m'envoyer les éléments que je mettrai au bout. Je te remercie pour ton D'accord, témoignage, Christophe. Hilda. D'accord? Merci beaucoup, Ok? Christophe. Merci. À bientôt, Hilda. À Merci. bientôt, Christophe. Ciao. Non mais franchement, regardez-moi ça. Une pute de luxe qui peut faire de la magie avec une pute de... Elle écrit bien, hein. En plus c'est écrit, hein. Faire de la magie. Aider. Elle a aidé qui? Moi j'ai écrit des courriers pour elle à l'ambassade. J'ai passé des nuits blanches à faire ces trucs. Ces problèmes qu'elle a pour gérer. Qu'est-ce qu'on en a à faire? De la magie blanche. Moi je la connais même pas. Je ne sais même pas qui elle est. Je la connais pas. Je la vois que sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Elle a pris mon argent, je lui demande de rendre mon argent, elle est incapable de le faire. Elle est incapable de me rembourser mon argent. Elle parle de magie blanche, magie ou je sais pas trop quoi là. Moi je peux pas faire de la magie avec une pute de luxe à la retraite que tout le monde est passé dessus. Elle vient salir mon nom. Elle et moi je la connais pas. Hein. Il faut qu'elle laisse mon nom. Hein. Je lui dis ça. Tous les jours, elle vient prendre les histoires des gens pour les exposer sur les réseaux sociaux. On lui dit rien. Et c'est elle qui dit que voilà, on veut faire la magie avec elle. Qui peut savoir si c'est pas elle qui veut faire la magie avec les gens? Elle a pris mon nom, elle allait exposer ça, dire l'endroit où demain matin, je vais envoyer tous ces éléments-là à l'ambassade de l'Angola pour qu'on comprenne que cette femme, c'est une malade. Qui prend les histoires des gens pour m'acheter. Et je vais envoyer des copies de tout l'argent qu'elle me doit, là-bas. Comme j'ai fait pour l'ambassade du Gabon. Je vais envoyer ça à l'ambassade de l'Angola. Cette femme, c'est vraiment une mythomane. Sa fille, on la voit jamais sur les réseaux sociaux. Hein. Elle n'est même pas passée sur la chaîne de Christophe. Pour raconter les soi-disant 28 ans qu'on a violé, machin et tout, qu'on lui a fait ceci, on lui a fait cela. Personne ne sait. Ces histoires, elle vient juste, elle sert ça aux gens pour venir emmerder les gens. Là, elle me doit de l'argent, elle est capable de me rembourser mon argent. Et j'ai rien dit. Je sais pas ce que je lui ai fait. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Donc, vous qui regardez cette femme-là, sachez que c'est une mythomane. Une vraie mythomane. Les Français doivent le savoir. Elle m'expose pour elle a tenté de me faire assassiner 2 fois. Hein. Elle a pris mon argent pour que je me retrouve dans la merde en France. Parce que je suis allée voir mes enfants. Là, elle a encore exposé mon nom. Et l'endroit où j'étais. Cette femme, si c'est pas elle qui fait de la magie blanche ou de la sorcellerie pour tenter de m'assassiner, c'est qui alors? Elle m'expose, moi je ne l'expose pas. Je ne parle même pas d'elle. Je suis venue depuis de mes voyages professionnels, je ne parle même pas d'elle, je ne lui appelle pas, je fais rien, je lui demande même pas mon argent. Mais elle passe le temps à mettre des trucs sur moi. Elle a mis 3. Là, je vais envoyer tous ces éléments-là à l'ambassade de l'Angola pour dire que voilà ce qu'elle a fait. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Madame Eyang Gladys de Renault X. Donc voilà. Je fais cette publication ce soir pour vous parler de cette histoire un peu de fou. N'oublions pas que nous sommes en période de lune, donc les fous sortent de leur cage. Donc voilà. Vous avez bien vu ce message de Madame Winnie, alias Hilda Mangunda. Donc voilà. En fait, elle fait ça parce qu'en fait, je lui ai demandé de garder une certaine somme d'argent. Que je lui ai demandé parce qu'en fait, c'était pour remettre à mes enfants qu'elle a dérobé. Parce qu'en fait, pour moi, c'est du vol. Je lui ai pas donné. Il est vrai que quand on a fermé mes comptes bancaires, elle m'a emprunté de l'argent que j'ai derrière remboursé. Et j'ai toutes les preuves de tout ce que je vais vous dire. Donc voilà. Ce qu'elle fait là, c'est juste de la haine par jalousie. Donc voilà les preuves. Les preuves sont ci-dessous. Voilà. Les sommes que je lui ai demandé de garder. Voilà. Vous avez des dates. Voilà. Donc vous en avez d'autres là. Vous avez des dates sur des sommes. Voilà. Vous voyez bien, il y a 200 € par-ci. Voilà. Par-là. Donc voilà. Vous voyez bien. C'est pour cet argent-là que cette femme a publié
des âneries sur moi. Je veux juste rappeler à cette femme-là, moi quand je l'ai acceptée, je l'ai connue sur les réseaux sociaux, hein. Je la connais pas, je l'ai jamais vue. Du coup, je ne sais pas, elle a son histoire. Moi, pour moi, ces histoires, enfin, peut-être relèvent de la mythomanie, parce que quand je vois ce qu'elle est en train de faire, là, ça relève de la mythomanie. Je dis juste à cette femme-là, elle et moi, on n'a pas le même niveau d'études. Moi, je ne suis pas une pute de luxe. Je ne sors pas avec des grands quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un bac+6. Oui, je fais dans la cybersécurité, et c'est l'argent de la cybersécurité qu'elle a mangé, qu'elle a volé. Qu'elle a volé. Moi, je lui dois rien. Et j'ai même pas besoin qu'elle me rembourse cet argent-là. Peut-être c'est ce qui permet de lui, peut-être elle se dit qu'elle va devenir riche avec le peu d'argent qu'elle m'a pris. Ça, c'est son problème. Moi, j'en ai rien à foutre. Je veux juste qu'elle laisse mon nom où elle doit le déposer. Elle a mis en grand caractère, hein, l'endroit où j'ai été, que je suis cachée. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai dû quitter l'endroit où je suis pour aller me réfugier dans un autre pays à cause d'elle. Et j'ai alerté l'ambassade du Gabon. J'ai envoyé tous les éléments qu'elle a diffusés sur les réseaux sociaux. Cette femme est complètement malade. C'est une mythomane, cette femme. Tout ce qu'elle raconte n'est que mensonge. Des histoires de viol à ne plus en terminer, alors que sa propre fille, elle n'en parle pas. Sa fille ne parle pas de ça. On n'a jamais vu sa fille sur les réseaux sociaux venir parler de ça. Elle vient m'accuser de tout et n'importe quoi parce que je lui réclame mes sommes d'argent qu'elle me doit. Donc voilà. Moi, pour moi, c'est une femme que j'ai fait confiance. Elle a abusé de ma confiance. Elle a volé mon argent. C'est pour ça qu'elle raconte des âneries sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des preuves. Et je lui ai même pas réclamé cet argent-là. Le pire, c'est ça. Je suis rentrée, je me suis reposée tranquillement. Et je sais pas ce qui lui a pris aujourd'hui. Je me dis, c'est la période de la lune. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait ça. Donc voilà. Je demande à cette femme d'arrêter avec mon nom. Tout simplement, et qu'elle garde cet argent-là. Peut-être c'est ce qui va lui faire du bien ou quoi, qui va le rendre heureuse dans sa vie. J'en ai pas grand-chose à faire. Je vous remercie.